Voilà, c'est l'heure à présent du focus, quasiment un an, jour pour jour, après les attentats du 13 novembre. On revient aujourd'hui sur les forces d'élite françaises qui interviennent lors d'un attentat pour neutraliser les assaillants. Précisément, on va revenir sur ce fameux schéma d'intervention que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, avait annoncé le 19 avril dernier pour coordonner plus efficacement l'action des différentes unités, BRI, RAID, BAC, GIGN. L'objectif étant d'améliorer leur efficacité. Avant d'en parler avec notre invité, voyez ce reportage exceptionnel signé Karima Kiki et Sylvain Rousseau. Bouclier, arme au poing, ces policiers ne sont pas là pour négocier. Un forcené s'est retranché dans un supermarché. Les premières minutes sont cruciales. L'intervention doit être immédiate. Sors! Sors de la pièce! Mets tes mains sur la tête! Enlève ton fuite! Enlève ton fuite! Enlève ton fuite! Mets-toi au sol! Ok, ménatage. Max, 4 ans de BRI, maîtrise l'individu. Fin d'exercice, arme à l'étui. Fin d'exercice, arme à l'étui. À 5 km d'ici, Saint-Étienne-du-Rouvray. Le 26 juillet dernier, Max était déjà en première ligne. Un terroriste égorge un prêtre et prend 5 fidèles en otage à l'intérieur de cette église. Pour la première fois, la BRI et la BAC interviennent en même temps. On effectue des entraînements réguliers, ce qui nous permet de nous connaître tous et de savoir que, quel que soit le collègue avec lequel on va travailler, il n'y aura aucun souci et on peut aller n'importe où et faire n'importe quelle mission. Sur le terrain, terminait la guerre des polices. 2 unités, la brigade de recherche et d'intervention et la brigade anticriminalité, apprennent à travailler ensemble. L'exercice reprend. Coup de feu. Donc là, on entend un coup de feu. Là, on se dirige en colonne composée. Max dirige l'assaut. À gauche. Ce jeune policier est en deuxième position, derrière le bouclier. On se dirige vers le danger, vers l'individu armé. En civil, les hommes de la BRI, en uniforme, ceux de la BAC. Cette fois, ils doivent progresser plus vite. Lâche ton arme! Sors! Sors de la pièce! Mets tes mains sur la tête! Avant les attaques du 13 novembre, ces policiers traitaient les affaires de délinquance et de grand banditisme. Ok, menottage! Aujourd'hui, ils se retrouvent en première ligne face aux attaques terroristes. Eric n'en est pas à sa première interpellation. Mais après 14 ans de BAC, il doit acquérir de nouveaux réflexes. Aujourd'hui, il faut de moyens, on est monté d'un cran, on a passé à la vitesse supérieure et c'est pour ça qu'on a besoin de l'appui technique des collègues de la BRI pour pouvoir faire notre job correctement. Ces unités ont reçu de nouvelles dotations pour faire face au terrorisme. 874 fusils d'assaut et de meilleures protections balistiques, dont ces gilets pare-balles mieux adaptés. Le 19 avril, le ministre de l'Intérieur a mis en place un schéma national d'intervention, un dispositif censé mettre les unités en ordre de bataille, capable de réagir en 20 minutes, partout en France. Nous le savons bien, et nous l'avons notamment constaté au Bataclan. En cas de tuerie de masse, c'est durant les premières minutes que les terroristes font le plus grand nombre de victimes. Nous devons donc réagir le plus rapidement possible. De la théorie à la pratique, il n'aura fallu attendre que 3 mois. En juillet, les policiers de la BAC et ceux de la BRI se déploient en moins de 20 minutes à Saint-Étienne-du-Rouvray. Les policiers sont fiers de leur succès, salué par le président de la République. Pour arriver à gérer une opération telle que la France l'a connue à Saint-Étienne-du-Rouvray au mois de juillet 2016, il a fallu s'entraîner, il a fallu que des services qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble développent des process d'intervention à l'identique de ceux qu'on a pu voir aujourd'hui. Ouverture à droite, ouverture à droite. Pour l'instant, pas question de fusionner toutes les unités opérationnelles. Loin du terrain politique, ces policiers s'entraînent sans relâche pour faire face à toute éventualité. Et on en parle avec notre invité Frédéric Gallois, ancien commandant du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et cofondateur du groupe Galis. Bonjour Frédéric Gallois, Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Alors tout d'abord, pour que les choses soient très claires pour les téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler la raison d'être et les différents champs d'action, d'intervention des différentes unités d'élite en France, à savoir BRI, RAID, GIGN et BAC? Alors vous avez en France 3 unités spécialisées de contre-terrorisme, 2 qui appartiennent à la police nationale
nationale, donc le RAID et la BRI. Vous avez une unité qui appartient à la gendarmerie nationale, qui est le GIGN. Voilà. En dessous de ces unités spécialisées, vous avez des unités d'intervention, ce que nous appelons intermédiaires, comme nous l'avons vu dans le reportage, c'est-à-dire les BAC, qui dépendent de la police nationale. C'est les primo-intervenants, c'est ceux qui arrivent tout de suite sur les lieux de l'attentat. Et les PSIG au niveau gendarmerie, ce sont l'échelon intermédiaire, mais effectivement qui sont en contact beaucoup plus rapidement. Et c'est les raisons pour lesquelles aujourd'hui on a besoin d'intégrer ces premiers échelons avec les unités d'intervention spécialisées. D'accord. Ce reportage l'a rappelé. Bernard Cazeneuve, le 19 avril dernier, a annoncé une sorte de grand schéma d'intervention pour coordonner justement ces différentes unités d'élite françaises pour renforcer leur efficacité. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer? Qu'est-ce qui a été fait déjà jusqu'à présent? Est-ce que ce renforcement a été mis en place et quel bilan est-ce qu'on peut tirer? Alors tout d'abord, ce schéma a eu pour objectif de casser des tabous. C'est-à-dire que en fait, nous avions jusqu'ici... Des rivalités pas forcément des rivalités, il découlait de ces tabous des rivalités, mais c'est que nous avions un schéma qui est organisé autour d'un temps de paix. C'est-à-dire où chaque unité, chaque capacité était cloisonnée à son secteur avec des règles administratives, des contraintes administratives. C'est un dispositif qui fonctionne parfaitement en temps de paix, c'est-à-dire pour gérer le quotidien des interventions, les forcenés, les prises d'otages familiales, etc. Mais pas en cas de menace terroriste. Mais en cas de menaces multiples terroristes et peut-être sur des scénarios encore plus contraignants, il fallait être capable d'imposer à ces services une autre règle, qui est une règle de complémentarité, de modularité, c'est-à-dire uniquement sur des cas exceptionnels, être capable de dépasser le temps de paix pour pouvoir regrouper des forces qui sont rares, des capacités qui ne se retrouvent pas forcément toutes partout dans tous les services, et pouvoir monter des task force, je dirais, de circonstances pour pouvoir effectivement faire face à des menaces extrêmement dangereuses pour les citoyens. Mais du coup, est-ce que coordonner des unités d'élite françaises, c'est aussi coordonner des égos? Vous avez un peu évoqué les rivalités. Est-ce que c'est la guerre des chefs continue ou justement on essaye d'effacer un peu ce genre de rivalité? En l'occurrence, s'il y a un attentat terroriste et que plusieurs unités interviennent en même temps, qui va commander concrètement? Alors, les rivalités, elles se font très rarement au niveau des unités opérationnelles, il faut le reconnaître. Ce sont des hommes qui se connaissent, qui se respectent, que ce soit le RAID, le GIGN, la BRI. Les rivalités, elles se font beaucoup plus à un niveau politique, c'est-à-dire que les administrations essayent de cloisonner parce qu'on ne veut pas que la gendarmerie rentre dans la zone police ou que la police rentre en zone gendarmerie, donc ça se fait à un échelon supérieur. Et le schéma est très clair concernant les responsabilités, c'est que l'unité qui est compétente initialement dans sa zone, elle ne se fera pas remplacer par une autre unité, mais si elle le demande, c'est ça qui est intéressant, c'est pas une unité qui va venir remplacer une autre, mais c'est une unité qu'on appelle menante. Si elle le demande et qu'elle a besoin de renforts supplémentaires, elle pourra se tourner vers le RAID, elle pourra se retourner vers le GIGN en cas de besoin, mais elle le gardera la responsabilité opérationnelle. Elle pourra intégrer des capacités modulaires d'autres services en cas de besoin. D'accord. Est-ce que pour vous, on a réellement tiré le bilan, enfin les leçons, s'il y en avait, des attentats du 13 novembre? On se rappelle notamment que des membres du GIGN avaient critiqué la BRI pour son délai d'intervention au Bataclan ou encore lors de l'assaut du RAID à Saint-Denis. Qu'en pensez-vous? Quelques individus sont toujours un peu... vous ne partagez pas ce point de vue? Non, pas du tout. Au contraire, il ne faut pas, à mon sens, pas du tout rentrer dans ce schéma. Je crois que tous les services qui ont été engagés, notamment la BRI, a fait un travail remarquable. Par contre, nous avons une responsabilité de tirer des enseignements et d'optimiser tout simplement le dispositif, parce que nous avons eu le Bataclan, il y a eu d'autres attaques comme Nice par exemple, mais demain nous pourrons aller peut-être sur des scénarios encore plus contraignants. Et qu'est-ce que demandent ces hommes finalement, les hommes de la police et de la gendarmerie? Ils demandent qu'on leur propose des schémas qui sont encore plus performants pour des situations qui seraient encore plus contraignantes. Et ils ne souhaitent pas être enfermés dans des contraintes administratives, de secteurs géographiques, etc., sur des situations exceptionnelles. Et je crois que non seulement les policiers et les gendarmes le demandent, mais surtout les citoyens. Que va-t-on dire à un citoyen demain où la vie est menacée en disant écoutez, on est peut-être passé à côté d'une capacité ou d'un renfort qui aurait pu permettre d'optimiser l'intervention, tout simplement parce qu'on a des contraintes du temps de paix. Je crois que ce sont des contingences qui n'ont plus lieu d'exister. Et pourquoi ne pas fusionner, par exemple, purement et simplement certaines unités? Alors, on a la chance en France justement d'avoir une diversité et c'est ce qui fait la richesse. 80%, on l'a vu dans ce reportage, les hommes sont les mêmes, mais l'organisation, si vous voulez, autour a des spécificités. Vous avez une organisation militaire pour ce qui découle de la gendarmerie, une organisation civile pour ce qui découle de la police dans la BRI et le RAID. Et à la marge, si vous voulez, ça vous apporte des capacités supplémentaires, des atouts qui sont positifs d'un côté, négatifs de l'autre, des choses qui peuvent se compléter. Au contraire, ce qui est intéressant, c'est cette diversité, mais qu'il faut être capable à un moment donné de déployer sur un objectif commun. Merci beaucoup Frédéric Gallois pour cet éclairage.